Dans le fond de mon 5e rang, du bout du nombril du monde, à cheval sur les lignes de Padoue, Saint-Octave puis Métis, j'ai l'impression de vivre dans un poème, debout sur une frontière. Je peux comparer les cils de mon chum à des troncs de bouleau sous le soleil couchant d'hiver parce que j'en vois souvent. Je peux dire que sa peau sent le sapin, sans que ce soit un cliché. Si mon chat meurt, je vais pouvoir l'enterrer dans ma cour. Puis comme épitaphe, je vais pouvoir écrire « Si J. Cabotine Pelletier, chatte obèse, guerrière épique, terreur des mulots de maison. » Avez-vous déjà marché sur un mulot mort en pied de bas en rentrant d'une brosse? Moi, je peux dire que oui. En revenant d'une raille de raquettes, j'ai ramassé les plumes d'un jet bleu qu'un rapace avait dévoré. Je vais me faire des boucles d'oreilles avec, puis je vais me prendre pour une sorcière. Puis rendu au printemps, je vais dire sur Facebook que je danse tout nu pour célébrer Beltane. Quand le phare de Métis arrête de clignoter pendant les froids de janvier, je peux dire que je le sais quand il va se remettre en marche parce qu'il dégèle toujours au printemps. Je peux dire que je me suis déjà coincé le mamelon entre deux bûches en rentrant du bois. Ça fait de moi quelqu'un d'unique. Je peux dire que dans le bois en face de chez moi, j'ai répertorié des traces de lièvre, de perdrix, d'écureuil, de chevreuil, d'orignaux, de coyote, de renard, de pécan, de lynx. Ça me fait peur. Puis j'aime ça. Je peux dire qu'il y a une belette sanguinaire qui se permet de me narguer dans ma cuisine. J'ai décidé de l'appeler Billy. Je peux dire que je le sais ce que ça sent, une mouche. Je peux dire au mois de mai, les milliers de grenouilles, leurs cris dans la nuit comme des criquets humides. Je peux dire les voisins qui m'appellent en octobre pour venir goûter le cœur et le foie de la bête fraîchement tuée. Je peux dire que j'ai vu le premier vol de 3 bébés pique-bois qui sautaient du nid, puis que j'ai passé l'été la peur au ventre que les renards les mangent. Des fois, l'ombre des oiseaux qui passent de l'autre côté de la fenêtre traverse la table où je m'installe pour écrire. Je peux dire que j'écris sur le dos des oiseaux. La roche coupante d'un bord de grève m'a fendu la main. Le poêle à bois m'a brûlé le poignet. Les épines du rosier sauvage me transpercent les doigts. Les guêpes me piquent à l'automne. J'ai des taches rousses de fraises sauvages sur les mains l'été, les ongles noirs de terre, les genoux verts de pelouse, les paumes jaunes de pissenlit. C'est pas moi qui écris de la poésie. C'est la poésie de mon coin de pays qui s'écrit sur moi. À force de vivre dans un poème, c'est moi qui en deviens un. Quand j'ai mal à l'âme, je comprends plus le sens de la vie, je vais jouer dehors, puis je m'oublie. Je sors de moi-même et j'emprunte aux étoiles le sentiment fabuleux d'être dépassé. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon après-midi, en fait. Bienvenue au spectacle Peau de vache et autres récits du mythique 5e rang de Padoue. Encore un show avec un titre de 12 pieds. Je vous présente, messieurs, dames, la scintillante Cilia Temens, qui est en fait créatrice et interprète de la musique que vous aurez la joie d'entendre pendant cette première partie qui se veut en fait une mise en bouche, une mise en oreille et en contexte du 5e rang de Padoue dans lequel vous êtes invités à passer la soirée. Bienvenue donc sur le mythique 5e rang de Padoue. Assise dans le salon, je fixais la table. On m'avait accueillie avec chaleur, on m'avait fait visiter la maison, puis installée dans un fauteuil avec un verre de vin. Ma voisine Huguette m'avait invitée à ce souper. Célibataire depuis peu, j'avais sauté sur l'occasion de fuir ma trop grande maison. Cette année-là, papa avait tué. La première fois qu'il chassait depuis 20 ans, et il avait tué une femelle. Il fallait manger le cœur et le foie tout de suite pendant qu'ils étaient encore frais. Huguette avait préparé de la mousse au porto. Mon voisin Yves cuisait des frites sur le balcon. Il paraît qu'il a une technique spéciale qu'il les fait cuire 2 fois.
C'est mon voisin Pierre, le conteur, qui me l'a expliqué avec moult détails. Nous étions chez Roch et Carmen. J'y mettais les pieds pour la première fois. Je vivais dans le 5e rang depuis 6 ans, mais je n'arrivais toujours pas à reconnaître les véhicules de mes voisins. Je continuais à les regarder passer avec un air suspicieux. Mes amis s'amusaient à me dire que je finirais vieille fille à lancer des patates au char. Je riais de bon cœur tout en m'inquiétant un peu. Mon choix de vivre seule dans une grande maison de l'arrière-pays en étonnait plus d'un, moi la première. Quand je sortais promener le chien par une nuit sans lune et qu'il faisait noir comme dans le cul d'un ours, quand je devais faire plus de 45 minutes de route pour aller prendre un verre avec des amis ou que j'explorais les profils réseau contact des hommes qui habitaient dans un rayon de 100 km, je me voyais déjà finir seule dans mon 5e rang, une verrue dans le front, 3 poils au menton, terrorisant les rares enfants du voisinage et donnant naissance à la légende de la toute première Baba Yaga bas-laurentienne. Huguette s'est approchée de moi. Je devais être en train de m'imaginer cuisiner une soupe de nombril vert ou de m'envoler sur un balai en ricanant quand elle m'a extirpé de mes pensées en m'offrant de remplir mon verre. Je lui ai tendu ma coupe en souriant. Elle s'est assise sur le fauteuil à côté de moi. Sa recette de mousse de foie lui a servi de prétexte pour me demander comment je vivais mon récent passage au célibat. Tu fais cuire dans un bain-marie, tu laisses refroidir 3 heures température pièce en mettant un poêle dessus, puis tu conserves au frigo. Comment tu trouves ça de vivre toute seule dans ta vieille maison? Tu peux le servir avec un confit d'oignon bien sucré. Les éclats de voix enthousiastes de nos chasseurs qui racontaient leur dernier exploit m'ont évité de lui avouer que j'avais peur de me transformer en sorcière. La charmante Huguette a pris ma main pour me conduire à table et m'a désigné la place entre elle et papa. Nous avons mangé le cœur et le foie. Les chasseurs ont raconté comment il avait fallu chercher papa et la carcasse dans le bois à la brunante parce qu'il était le seul à ne pas être équipé d'un walkie-talkie et comment la panse de cette vieille femelle avait été ardue à extraire à cause des adhérences. Mon verre n'était jamais vide. Carmen, qui avait fait des calculs, a invité tout le monde à parier sur le poids de la bête. Huguette, quant à elle, avait toujours une parole douce à me glisser dans l'oreille, un aparté touchant sur la beauté de la vie, le destin, l'amour, l'amitié. Ce soir-là, nous avons mangé le cœur et le foie. Et je suis rentrée chez moi à pied sous la lumière de la lune. Puis, les signes que je n'étais pas si seule se sont multipliés. Des épis de maïs accrochés sur la porte, ma galerie déblayée par un pelleteur anonyme, des champignons sauvages partagés au retour de la cueillette. J'ai l'impression d'avoir vécu une initiation ce soir-là. Je ne reconnais toujours pas les voitures, mais désormais, chaque fois qu'il en passe une, je lève la main pour saluer, au cas où. Je ne sais pas ce que ça sent, un chevreuil, mais si j'étais un coyote, j'imagine que je le saurais. Ce que goûte le cadavre d'un porc-épic chauffé par le soleil de mai, l'effet de la sève qui remonte au printemps, l'odeur de la rivière natale pour un saumon, un coup de vent pour un brin de blé, la vue d'une souris pour un hibou, les bruits de pas d'un homme pour un orignal, les phares d'une voiture pour un lièvre, les rayons du soleil pour un ver de terre qui sèche sur l'asphalte, un poteau de clôture pour une vache, le fumet de mes vidanges pour un raton laveur, avancer dans la neige trop épaisse pour un chevreuil, le goût du trèfle, le coït d'un renard, des milliers de tiques dans la peau, une aile cassée, les serres d'une chouette, avoir la rage, pondre des œufs, respirer avec des branchies, sucer du sang, l'instinct de survie, arriver par milliers et atterrir dans un champ. Je ne sais pas. Je ne sais rien.
Les coyotes ont hurlé aux petites heures de la nuit. Ça nous a réveillés, leurs cris. Même le petit a chanté dans son sommeil. D'où on était, dans notre lit au milieu de notre grande chambre, on avait presque l'impression qu'ils entouraient la maison. L'hiver, il faut tendre l'oreille pour distinguer leur glapissement, mais là, ils nous ont réveillés tous les trois, faut le faire. Mon chum m'a demandé si la porte était barrée. J'ai dit que ça serait bien étonnant que les coyotes réussissent à tourner la poignée. Mais il y a une partie de moi qui ne pouvait pas s'empêcher de trouver la question pertinente quand même. La chienne s'est mise à japper de son tapis dans l'entrée. Je suis descendue pour la calmer. Elle trottait d'une fenêtre à l'autre sans savoir vers où regarder. J'ai jeté un œil sur les champs alentour pour essayer de les voir. Ils étaient dispersés. Le son était dispersé. Un cri venait du chemin, un autre d'à côté de la grange, plusieurs des étangs. Debout à côté des carreaux, j'avais presque peur qu'ils pètent les vitres pour me bondir dessus. J'avais l'impression d'être dehors, protégée par rien. Je ressens la même chose des fois quand il vente vraiment fort et que l'air passe par toutes les craques de notre vieille maison. Les murs tombent tout d'un coup et je me retrouve seule et nue au milieu de la sauvagerie. Alors, vous savez, il y a des textes qui ont des genèses vraiment particulières. Hein? Il y en a qui sont nés parce qu'on les a un peu poussés, mais il y en a qui apparaissent d'eux-mêmes. Et celui-là est apparu un soir où je revenais très, très tard d'une séance de photos et d'une réunion, d'ailleurs pour un spectacle qui avait été présenté ici sur la scène du Théâtre du Bic, le Cabaret des Contes ruraux 2. Et je revenais et c'était au mois d'octobre. Il faisait très, très chaud pour un mois d'octobre. Là, vraiment très chaud, 25 en T-shirt dehors. Je conduisais sur, je ne sais plus quel rang, là, le rang Perrault, je crois. Et je me suis tournée, j'ai vu à minuit moins 20, là, je ne vous niaise pas, à minuit moins 20, j'ai vu une femme dans un escabeau qui lavait ses fenêtres. À 25, à minuit moins 20 au mois d'octobre. Et je suis restée avec ça dans ma tête. Je me suis dit, aïe, tu sais, laver ses fenêtres à minuit moins 20, tu sais, pourquoi, comment, en tout cas, tu sais, un soir de semaine. Et je n'ai jamais eu de réponse à ça, je l'ai inventé. Donc, la voici. Le 1er octobre 2018, il fait 25 dehors. Il est minuit moins 20. Nicole, en haut de son escabeau, lave ses vitres, de par dehors. Lave ses vitres pour ne pas entendre Francis qui ne respire pas profond parce qu'il ne dort pas. Pour ne pas rester là, les yeux ouverts. Pour ne pas écouter Francis qui retient son souffle, qui garde l'air dans ses poumons, qui bloque sa respiration. Chaque fois qu'il pense trop. Chaque fois qu'il repasse sa journée de demain dans sa tête, chaque fois que le prêt de 3 millions, chaque fois que le foin qu'il faut trouver, chaque fois que la pluie qui vient pas, esti de pluie qui vient pas, lave ses vitres pour pas entendre Francis regarder le mur. Lave ses vitres pour enlever des dizaines de taches en forme d'ange, pour effacer le fracassement des parulines, la poussière jaune soleil, les souvenirs d'envol qui les hantent depuis le mois de mai. Bang, puis bang, puis bang dans les vitres toute une journée au mois de mai, des dizaines d'oiseaux morts dans les plates-bandes. Les enfants étaient revenus de l'école tout excités, là aussi des oiseaux fracassés, ont ramassé les morts, ont abrité les sonnets dans des boîtes en carton. Au souper, Francis n'écoutait pas les enfants. Francis sursautait. Les éclats de voix, les parulines dans les vitres, le téléphone. Même les mains douces de sa femme sur ses épaules, chaque fois un spasme, un tressaillement. Lave ses vitres, Nicole, pour se distraire, pour pas penser. Cet été, il a répertorié toutes les poutres de la ferme, toutes les barres, tous les traits horizontaux assez solides pour pendre un homme. Il y en a des centaines sur une ferme. Il y en a même sur les wagons. Quand elle appelle Francis et qu'il répond pas, quand elle n'entend rien que les treilleuses, quand elle voit rien qui bouge sauf les vaches, elle regarde en l'air. Elle regarde les poutres. Elle cherche.
elle cherche. Elle panique par en dedans. Quand il finit par sortir d'en arrière d'une vache, d'en dessous du tracteur vivant, avec ses yeux vivants, aussi maigre qu'un veau mort-né, elle ravale sa panique, fait comme si de rien n'était. Elle sourit, mais pas trop. L'embrasse, mais pas trop. Pour pas qu'il comprenne qu'elle a eu peur. Pour pas lui donner l'idée. Lave ses vides pour oublier qu'ils ont fait le tour des ressources, qu'ils ont vu 4 médecins. Reposez-vous, monsieur, avec un sourire de sauveur. Monsieur, vous avez besoin de repos, avec un sourire complaisant. Monsieur, c'est simple, vous êtes surmené, il faut vous reposer, avec un sourire compatissant. Monsieur, voici une prescription, je vous arrête pour 3 mois minimum, avec un sourire de gros lot. Reposez-vous, monsieur, puis laissez mourir vos vaches. Arrêtez de les nourrir, de les traire. Laissez sécher vos vaches, pourrir les veaux prisonniers dans leur ventre avec personne pour leur tirer sur les pattes pour les sortir. Laissez faire ça, monsieur. La ferme familiale, la fierté de votre père, l'avenir de vos enfants, le pain sur la table, le prêt de 3 millions. Il faut vous reposer. Mais dès qu'ils reviennent chez eux, le travail est partout. Tout le tour de la maison, on le voit, le travail. Parlez vite que Nicole lave à minuit moins 20 un 1er octobre à 25 degrés, pour qu'au moins demain matin, en mangeant ses toasts, Francis puisse regarder son travail sans voir une silhouette d'ange apparaître entre les deux. Je la connais, ton histoire. Je peux pas te l'inventer, je la connais. Quand je vais m'épivarder ailleurs et que je croise un inconnu, c'est pas pareil. Quand je le croise, cet inconnu, au détour d'un trottoir jamais foulé avant par mes pieds, jamais exploré par ma caboche indiscrète, si je m'arrêtais et si je lui demandais qui il est à cet inconnu, ça nous prendrait des heures pour nous rendre jusqu'à aujourd'hui, des heures pour nous mettre à niveau. Tandis que toi, à qui j'adresse un signe de la main parce que je reconnais ton pick-up, ta Smart ou ton 4 de golf sur la McNider. Toi, que je prends même pas le temps d'écouter ta réponse quand je te demande comment ça va. J'ai l'impression que je sais tout de toi. Je sais dans quelle maison tu as grandi, je connais ton métier, tes hobbies, je le sais combien d'enfants tu as, puis si tu es marié. Des fois, je suis même au courant de ta marque de bière préférée. Ta face est là depuis tout le temps. Depuis le début de mes souvenirs qu'elle est là, ta face. T'es le gars du dépanneur, la madame du bureau de poste, la présidente du cercle des fermières, le conseiller numéro 3. T'as tellement une face de toujours que des fois, j'oublie si t'es mort. Je te jure, des fois, je m'arrête et je me demande, coudon, y est-tu mort, lui? Ta face s'harmonise avec toutes les couleurs du fleuve, elle fit avec les teintes pastel de la salle des loisirs, elle s'agence avec les bancs d'église. Ta face se coordonne même avec mes souvenirs du bord de l'hôtel qui a brûlé puis de l'épicerie fermée. Elle a même une odeur, ta face. Elle sent les murs de tapis du temps où on pouvait encore fumer en dedans. Elle sent les dîners de clams puis les soupers spaghettis. Puis les saucisses dans le vinaigre aussi. Puis elle parle en plus, ta face. Elle dit que ta femme t'a trompé avec ton frère. Elle dit que ça fait 3 ans que tu surviens à un cancer. Elle dit que t'as fait faillite l'année passée. Elle dit qu'à soir, t'es sur le party. Puis elle me rappelle d'où je viens. Assez clair quand tu me reconnais. Elle me dit « Bonjour, comment ça va? » Elle me demande des nouvelles de ma grand-mère. Elle fait des « couchi-couchi » à mon bébé. Quand je la regarde de près, ta face, des fois, je comprends qu'elle me dit pas tout. Peut-être que tu n'as pas quitté ta femme parce qu'il y a un endroit dans son cou, juste en dessous de son oreille droite, qui sent le foin d'odeur puis que tu appelles ça ton pays. Peut-être que tu es encore vivante parce que tu ne peux pas te résigner à partir avant d'avoir été grand-maman. Peut-être que ton garage a fait faillite parce que tu l'as hérité de ton père puis tu n'as jamais voulu être mécanicien, au fond. Peut-être que tu es sur le party parce que tu veux oublier tout ça, ou bien non, juste parce que c'est vendredi, il fait beau puis tu es de bonne humeur. En tout cas, je voulais que tu le saches. Il me semble qu'on ne se le dit pas assez souvent.
Je suis contente de t'avoir croisé au bureau de poste aujourd'hui puis d'avoir échangé avec toi les politesses d'usage. Soigne-la bien, ta belle face, prends-en soin. Vire-la souvent du côté des couchers de soleil puis des aurores boréales. Fais-y prendre des grandes puffs de salé au printemps. Amène-la aux après-midi du Père Noël puis au party d'Halloween. Laisse-la surtout pas virer en face de cyniques, de découragés puis de pancartes à vendre. J'en ai besoin, moi, de ta face. J'en ai besoin pour me rappeler des souvenirs de quand j'avais 7 ans, puis qu'il y avait un char avec des haut-parleurs qui se promenait dans les rues pour nous inviter au party de la Saint-Jean. Ou ben non, la fois où tu as travaillé sur les fondations de ma maison avec mon père, puis que je te volais des chips au ketchup pendant ton break. Soigne-la bien, ta belle face. Prends-en soin comme il faut. Elle est tout ce qu'il me reste d'appartenance. Alors, le prochain texte, en fait, ça parle... ça a été écrit, hein, il y a comme une évolution dans ce que vous entendez. Pas toujours dans l'ordre, mais bon. Ça a été écrit, ça, quand je venais juste de rencontrer ma douce moitié. Quand on est un jeune couple comme ça, un nouveau couple, on a bien de l'ambition. On a une très, très nombreuse ambition. Vous allez voir. Pain de la boulangerie d'Amkoui, doré aux œufs du dépanneur chez Matty, saupoudré de sucre de coco acheté chez Winner, agrémenté de noix grillées au beurre et de fraises qui commencent à goûter le frigidaire. Voici mon déjeuner du dimanche du terroir. Sur Spotify, tu as mis la playlist de Mozart, t'épluches le cahier Perspective du devoir. Tu m'as cédé le cahier Livre et le cahier Plaisir parce qu'il parle de jardin. Après la lecture de 2-3 critiques qui ne disent rien, ceci étant un livre avec des histoires dedans, 875 mots durant, je lâche le journal, je prends mon café, je l'avale. 2-3 commentaires sur l'effondrement d'une usine au Bangladesh, une autre sur la mauvaise gestion des ressources naturelles. Je l'ai de plus en plus courte, la mèche. Veux-tu un refill de café, chérie? Ah oui, mon amour, merci. Sur Spotify, Mozart pète une coche. Je me rassois, mon café réchauffé, je m'y accroche. Quand soudain, contre toute attente, tout s'illumine et devient parfait. Entre mes 2 paumes, la tasse en poterie artisanale de porc au persil toute chaude. Devant moi, ton petit sourire ironique, l'univers en expansion. Je le sens grandir et grandir sans cesse. Je suis à la fois toute dense et concentrée comme un noyau d'étoiles, à la fois dispersée, fragmentée dans l'infini d'un monde qu'on commence à peine à connaître. Derrière nous, des siècles d'histoire. Après nous, des siècles encore. Mes doigts effleurent les écailles d'un dinosaure. L'explosion d'une supernova me réchauffe la joue. Je sens craquer les os d'un oiseau sous mes crocs. J'entends l'épée qui s'abat sur le cou d'Anne Boleyn. À Londres, une sirène annonce les bombardements. Nous n'avons nulle part pour nous mettre à l'abri. Tu déposes ta fourchette. Tu repousses ton assiette. La table attrape les rayons du soleil et les reflète dans la pièce. Pendant un court instant, j'ai été propulsée partout sans jamais perdre conscience d'être ici. J'ai été traversée par l'espace, foudroyée par le temps. Tantôt, tu vas aller faire du vélo dans les rangs. Quand tu vas revenir, tu vas me trouver tout nu dans la douche avec des gants de caoutchouc en train d'en récurer tous les raccoins avec mon Vim puis mon Magic Eraser. Tu vas trouver ça drôle. Veux-tu, on va faire des douzaines de bébés que nous laisserons courir nus, que nous réprimanderons s'ils sont trop droits et silencieux, des douzaines d'enfants sauvages qui planteront leurs dents dans ceux qu'ils aiment pour les réveiller de leur torpeur. Veux-tu? Donne-moi ta main. Je suis tout nu dans la douche, tu vas trouver ça drôle. La tasse en poterie toute chaude, tu vas trouver ça drôle. Je voudrais te faire visiter le temps. Veux-tu? Tu vas trouver ça drôle. Des douzaines d'enfants sauvages. Veux-tu? Finalement, on a fait 2.
Parce qu'un jour, la réalité nous rattrape. Hein? Et le prochain texte, c'est quand la réalité, justement, nous rattrape. Tu avais de beaux rêves d'accouchement, de bébé humide et visqueux qui prend sa première puff d'air dans tes bras. Un verre de terre à moitié écrasé dans la boîte tapée du chemin. Tes doigts qui rencontrent une limace en cueillant un brocoli. La peau douce, douce, douce et molle, molle, molle d'une salamandre, délogée dans dessous d'une bûche. Des beaux rêves d'être la première à le toucher, à le sentir, à lui chuchoter des mots doux pour le rassurer. Un petit oiseau qui se pète la face dans la fenêtre de la salle à manger, qui reste comme tout étourdi. T'aurais tellement voulu que ça serve à quelque chose d'avoir préparé ta valise 2 mois d'avance. Les contractions qui auraient commencé à la maison, chez toi, pour que tu puisses t'y abandonner dans ton univers entre la Grange Rouge et le Grand Orme. Les laisser se rapprocher de plus en plus, attendre le plus tard possible pour t'en aller à l'hôpital, sortir de ton rang en sentant qu'à l'intérieur de toi, le monde s'ébranlait déjà. Au début du mois d'août, t'entends juste un criquet. Puis soudainement 2, puis 3, puis 1000. Puis c'est l'automne. Mais au lieu de ça, t'as mûri. Tu marches sur les pommes et les tomates pourries que t'as pas eu le temps de ramasser et que les petites bêtes ont déjà grignoté. Tellement mûri que tu commençais à te demander si ton ventre n'allait pas se disjoindre ou si ton enfant n'allait pas te sortir par les yeux, essayer de t'agrandir les orbites avec ses petits doigts. Des crocus violets qui percent la neige en mars ou en avril. Te squatter pour l'éternité. T'as tout essayé pour le jeter dehors de ton ventre, le motiver à se frayer un chemin. À parcourir le potager de long en large, à presque tirer sur les plants pour qu'ils poussent. Les marches de 2-3 heures sur la plage avec ta mère qui voulait plus te laisser partir toute seule parce qu'elle avait trop peur que t'accouches entre les galets et les chiures de goéland. Les ananas juteux que t'as mangés jusqu'à en halluciner des maracas. Les heures que t'as passées à te masser les mamelons à l'huile d'amande douce avant de te coucher en lisant des livres sur la méthode Bonaparte. Tous les jours, tu vas dans la serre regarder les aubergines, en espérant pouvoir en manger une avant que l'hiver pogne. Mais à 41 semaines, t'as pas eu le choix de prendre un rendez-vous pour te faire déclencher le lundi d'après. De la fraction hydraulique à grand volume. Dans la nuit de dimanche à lundi, t'as pas dormi. T'étais pogné avec une blanche vérité dans les tripes. Tu sais, la lumière de la pleine lune qui flotte dans le ciel de janvier, qui se multiplie sur chacun des angles des flocons de neige, rentre par tous les interstices de la maison, rampe jusque sur les couvertures, ne permet à personne de nier l'évidence de son rayonnement. En jaquette d'hôpital sur ton lit trop petit, tu flattais ton bedon pour te rassurer. T'avais raison d'avoir peur. Si tu croises un ours, chante ou parle-lui doucement. Si tu croises un loup, reste debout pour montrer que tu n'es pas inférieur. Si tu croises un coyote, fais-lui face. Lève les bras en l'air, il fait du bruit. Si tu croises un cougar, monte les dents. Des heures à attendre qu'il se passe quelque chose, à t'agripper à ton poteau de soluté avec des fils plugués partout, à te déplacer de la toilette au lit puis du lit à la toilette. Quand l'hiver finit plus de finir, que tu passes ton temps devant les fenêtres à regarder les bancs de neige qui fondent de 3 cm pour en reprendre 4 le lendemain, que la gratte fait des allers-retours en avant de chez vous avec son bruit et ses lumières de vaisseau spatial. Jusqu'à ce qu'on te crève les os. La débâcle, la charrier de la boîte jusque dans le sous-sol des riverains. Les contractions passent de rien à 45 secondes de douleur pour 30 secondes de repos. Tu veux mourir! Caché en dessous du lit pour rire, on compte les secondes entre les éclairs puis les coups de tonnerre qui suivent, pour savoir si l'orage se rapproche. Jusqu'à ce qu'il tonne puis qu'il éclaire en même temps. Là, on a vraiment peur. C'est toujours à ce moment-là qu'on se dit que ça ferait la job, un paratonnerre. T'es là, puis tu hurles, tu feules, tu pleures, tu dis que ça se peut pas. Il fait tellement noir dans ta tête. Tu te répètes qu'il faut accueillir la vague, laisser venir la vague, accueillir la crise de vague. Ça déferle tellement que tu sais plus par où accueillir. T'as le goût d'arracher la tête de l'infirmière avec ses maudites métaphores de fleuve. J'habite dans les terres, moi. Parle-moi de sillons de labour, parle-moi de rafales de vent ou de bourrasques de neige. Tu dis non, 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 non. Tu te souviens de ce que tu as lu. Il faut accepter la douleur. Tu dis oui, 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 oui. Tu te répètes sans relâche. C'est pour le bébé, le petit bébé. C'est pour laisser passer le petit bébé. Il est là. Il pulse au milieu de ton ventre, le petit bébé. Il te brûle. Il y a assez de braise sur les côtés pour faire cuire des saucisses puis des guimauves. Mais au milieu, ça flamboie. Ça prend des bâtons assez longs. Sinon, tu sens la peau de tes jours roussir un peu. Si l'infirmière te demande combien t'as mal sur une échelle de 1 à 10, tu vas lui répondre 35 000. Parce que ça ne peut pas rentrer dans un cadre, cette douleur-là. Ça ne s'enferme pas dans des échelles de Richter d'obstétrique. Assis dans la pelouse, les mains en arrière de la tête,
Commencez à compter les étoiles en sachant que la moindre distraction, que le moindre clignement d'œil nous fera perdre le fil. Mais essayez quand même pour se sentir dépassé. Ça fait des centaines de millions d'années que tu es là à t'ébranler. Des morceaux de croûte terrestre qui entrent en collision les uns avec les autres, qui forment des montagnes, qui se font fendre par les glaciers, qui donnent naissance à des lacs, à des fleuves, à des rivières, qui inondent et ensevelissent ou qui s'assèchent pour devenir des marais, de la tourbe et des terres, qui se poursuivent en conifères, en feuillus, en fleurs, en broussailles, en larves, en poissons, en mammifères, pour mourir encore et retourner à la boue, où plus rien ne se distingue de rien. T'es rien. T'es plus rien, puis t'es tout en même temps. T'as plus de moi, t'as juste du vaste. Vaste, comme dans Quand est-ce que je vais finir par arrêter de tomber? Des fois, le soir, pour aller chercher le chien, ça prend absolument une flashlight, parce qu'il fait tellement noir que c'est dangereux. Pas dangereux pour foncer dans la clôture, mettons, plus dangereux pour te perdre à jamais dans le néant. Tu le sens bien, ton petit bébé qui est descendu tout en bas de toi, et tu pousses comme une déchaînée, puis à mesure que tu pousses, tu te demandes s'il n'y aura pas une faille, une déchirure, et quelle ampleur elle prendra. Tu te demandes si tes deux jambes vont pas se séparer pour toujours et aller se refaire une vie, chacune de leur côté. Au début, c'est la maternelle qu'on menace de fermer, puis c'est toute l'école. De fil en aiguille, l'épicerie déclare faillite, l'hôtel brûle, puis personne ne prend la peine de le reconstruire. Après, le chemin pour se rendre jusque chez vous devient tellement magané que tu te demandes si tu ne vas pas échapper le tour de ton char sur ce qui reste d'asphalte. Au bout de quelques années, tu réalises que la gratte prend de plus en plus son temps avant de passer pour ouvrir le chemin après une tempête. Puis tout d'un coup, tu te demandes si tu ne ferais pas mieux de partir, toi aussi. Dans le cours prénatal sur l'accouchement, la sage-femme te parlait de l'anneau de feu. Elle disait de ne pas résister et d'accueillir le soleil dans ton périnée. L'anneau de feu, quand le périnée se gonfle et que la peau s'étire pour laisser passer la tête du bébé. Tu te voyais comme un tigre dans un cirque, esti. Mais tout ça a fini en débâcle de liquide amniotique, de sueur et de merde, puis tu ne l'as jamais traversé, le maudit cerceau enflammé. Il n'y en a pas eu de périnée dans ton accouchement. Il n'y en a pas eu. Ton fils est sorti par une entaille pratiquée au scalpel sur ton ventre. Pendant des années, à quatre pattes entre les rangs, à tasser la terre avec la binette, à planter des graines. T'as à peine eu le temps de lui parler, de toucher sa petite face avec le bout de tes doigts, de frotter ton nez sur ses joues. Ils sont partis avec lui parce qu'il fallait encore te recoudre. Il fallait que tu te reposes d'avoir tremblé pendant des millions d'années. Pendant des années, à ramener la terre sur le rang. Il y en a qui diraient que tu as subi ton accouchement. N'empêche que lorsque tu es sorti de l'hôpital avec ton homme puis ton fils, tu savais que tu allais passer ton été à l'allaiter dehors, à le promener dans des chemins de bois. Tu savais que tu allais lui apprendre à parler aux écureuils, à lever les yeux au ciel tous les soirs avant d'aller se coucher. Tu savais que ce fils, venu au monde grâce à la pointe aseptisée d'un scalpel, passerait son enfance avec les genoux pleins de terre et le visage barbouillé de fraises sauvages. Tu le savais que c'est en mettant un enfant au monde, peu importe les circonstances de sa naissance, qu'on commence un peu à lancer de l'imprévisible et du sacré dans l'univers. Si on pouvait s'enlever de la tête qu'on subit notre territoire, qu'on vit ici parce que c'est le même, si on pouvait comprendre qu'au contraire, on se révolte, on se rebelle, on s'accroche, on se bat. Qu'en restant ici, envers et contre tout, on pose déjà un acte de résistance. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À toi, je dis oui pour l'éternité, même si j'ai jamais voulu me marier. Tu es si grand, si vaste et si profond. Tu dégages des effluves âcres d'humidité. Tu es sale et crasseux. Tu te laves à l'eau de pluie. Tu grouilles de bibites de vie et de verre. Tous les printemps, je me morfonds. J'attends ta venue. Et dès que ta silhouette se pointe enfin dans ma cour, dès que tu reviens me conter fleurette,
j'ai la corolle qui s'ouvre. Tu me photosynthétises le désir, tu me bioénergises la libido. J'ai envie de te pénétrer avec mes doigts, te biner, te bêcher, te serfouir, te planter, t'effeuiller, te cueillir. Et juste avant que tu meures de ta petite mort, que tu exploses d'exubérance orgasmique, je te mangerai, te mordirai, te dégusterai. Le jus de tes fruits me barbouillera le menton. Je goûterai ta sève, déchirerai ta chair, croquerai tes os avant de recracher tes noyaux, afin qu'éternellement tu renaisses, toi, mon phénix adoré. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vais te dédier ma vie entière, sans alliance, sans corde au cou et sans harnais. Je serai ta prêtresse de la fertilité, ta femme mûre et mystifiée. Je t'enduirai d'algues grouillantes. J'y superposerai du fumier de mouton à défaut de t'en sacrifier un. Et quand Monsieur Tinoré t'aura labouré, je me roulerai nu dans ta terre sanctifiée. Je m'accouplerai à même ton sol humide. Ainsi, mes enfants auront le pouce vert, le naturel au galop et la tête dans les nuages. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime tes choux, j'aime tes poireaux, j'aime tes courges, j'aime même tes cocombres rabougris. Je t'aime quand je suis à quatre pattes sur toi pendant des heures sous le soleil de juillet pour t'épiler de tes mauvaises herbes pendant que la sueur me coule entre les fesses. Je t'aime quand je sers de partie de sandwich pas de croûte aux mouches noires qui reviennent d'un enterrement et se consolent, même ma chère. Je t'aime quand je me transforme en hélicoptère hystérique à cause de tes tons. Je pourrais tout te pardonner, les coups de soleil, les boursoufles, les entailles, parce que tu multiplies mon bonheur à l'infini. J'ai épanché mes peines d'amour entre tes rangs. J'ai exprimé ma rage en te désherbant. Tu me rends même intéressante sur Instagram. J'ai révolutionné les photos de bouffe en publiant des photos de futures bouffes. D'ailleurs, sais-tu voulu que tes pousses de rhubarbe ressemblent à des clitoris luisants, mon petit coquin? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sans toi, je passe l'hiver à soupirer devant la fenêtre, comme une femme de bûcheron qui attendrait son homme. Quand le printemps arrive enfin, je mangerai de la terre, tellement j'ai envie de toi. Je passe l'été à te caresser, te sarcler, te titiller, t'abreuver. Puis à l'automne, quand je te croque enfin, ça explose dans ma bouche. Ça goûte le soleil puis les tomates. Je t'aime en confiture, en ketchup, en marinade. Je t'aime nature, en papillote et en rémoulade. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À la brunante, pendant que je cueille tes petits pois, tu recueilles mes confidences. J'ai l'air de parler toute seule entre chien et loup, debout au milieu de toi. Mais moi, je le sais que t'es vivant. Tu respires, tu expires, tu soupires. Et pendant les orages, parfois, je t'entends jouir. Entre nous deux, il n'y aura jamais de panne de désir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Grâce à toi, à chaque été, je me transforme en fée. Gamine, fébrile, un brin lubrique, avec la vie qui pousse au bout de mes doigts. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, c'était la fin de cette première partie. Pendant que Cilia se déplogue, je vais me permettre de vous faire quelques plugs. Donc, Cilia travaille présentement sur le spectacle Contre et Corps qui sera présenté au Théâtre du Bic, ici, en fait, au Théâtre du Bic, au mois de février. Elle travaille là-dessus avec Élise Argouache et Antoine Letourneau-Berger. D'ailleurs, Antoine, c'est lui qui a conçu la musique de la deuxième partie que vous allez voir tout bientôt. Hein? Tout est dans tout, hein? Surtout quand on vit en région. Donc, on va sortir quelques instruments ensemble, quelques éléments de la scène. On ne vous laisse pas seul. Vous allez pouvoir entendre pendant ce temps-là une des ambiances que Célia a conçues pour le spectacle. Je vous reviens après cet intermède.
pour ceux qui ne le savent pas déjà, j'habite sur le mythique 5e rang de Padoue. Ce qui est particulier avec le 5e de Padoue, c'est que c'est un cul-de-sac qui ne mène pas à Padoue. Un bout de rang égaré à mi-chemin entre Métis-sur-Mer au nord-est, Saint-Octave à l'ouest, puis Padoue au sud-ouest. Le 5e rang de Padoue, il n'est même pas tout à Padoue. Le monde qui habite du côté nord sont des Méticiens et Méticiennes, puis le monde qui habite du côté sud sont des Padoviens et Padoviennes. C'est la ville de Métis qui ouvre les chemins puis qui ramasse nos vidanges, puis sur notre malle, on a le même code postal. Pire que ça, c'est même écrit Métis-sur-Mer. C'est pas toujours drôle de vivre sur le 5e. T'essaieras d'expliquer ça, toi, au gars de Saint-Nimanic qui vient vider ton puisard, que t'habites pas vraiment à Padoue, même si ton rang, c'est le 5e rang de Padoue. Si je te raconte tout ça, cette poutine-là publique, c'est parce que c'est important. C'est important que tu saches que j'habite le seul et unique endroit à Padoue où on peut se perdre. Parce que Saint-Antoine de Padoue, c'est bien connu, il retrouve toujours les objets perdus. Il est 4 heures du matin, puis il fait déjà clair. On est en plein mois de juillet. Le vieux thermomètre accroché avec des suces sur la fenêtre de la cuisine affiche déjà 35 degrés Celsius. C'est la première journée de canicule depuis le début de l'été. Il mouille tout le temps cette année. Il mouille, puis il fait frette. Mais un matin, Julie Gagné crève dans son lit au 2e étage de sa vieille maison du 8e rang. Elle est toute seule dans son lit, puis elle est contente en esti. Son chum Donald est rentré sous tantôt, là, puis gelé, là, puis il a essayé à 3 reprises de monter les escaliers sans succès pour finir par s'affaler sur le divan. Elle l'entend ronfler, puis elle est contente en esti. Parce que s'il avait réussi à monter, il aurait sûrement essayé de la monter. Julie Gagné aurait sûrement dit non, Donald aurait sûrement insisté, Julie Gagné aurait sûrement résisté, puis Donald aurait sûrement fini par y sacrer une volée. Une volée normale. Une volée du quotidien, comme essayer de l'étrangler et lui donner des coups dans l'abdomen tout en la traitant de maudite peau de vache. Pas une volée des jours de fête, là, comme la fois où il a pété un bras en la garochant en bas des escaliers puis qu'il a fêlé une côte en la finissant à coups de pied tout en la traitant de maudite peau de vache. Les volées normales et les volées des jours de fête ont toujours ça en commun. Donald la traite de maudite peau de vache. Julie Gagné regarde son bras légèrement retourné vers l'extérieur. Il a guéri tout croche parce qu'elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle n'est pas allée à l'hôpital parce que c'est toujours le même médecin par ici, puis commence à trouver qu'elle prend des débarques un peu trop souvent. Ça fait qu'à cette heure à la cantine, elle est obligée de brasser le panier de frites avec sa main gauche. Il est 4 heures du matin, puis Julie Gagné a mauditement envie de manger une toast aux bananes sur la véranda puis de finir ça avec un café puis une smoke. Donald ronfle encore. Ça fait bien attention, elle a des chances de manger sa toast puis de fumer sa smoke, puis sans qu'il s'en rende compte, puis de retourner se coucher jusqu'à temps qu'il dégrise. Donald est moins prime quand il dégrise. Quand il dégrise, il lui cuisine des steaks sur le barbecue avec sa marinade spéciale. Il l'appelle ma petite cocotte, puis elle fait jouir 4 fois pendant la même baise. Sauf que depuis le début de l'été, il dégrise pas souvent. Julie Gagné repousse le drap de coton qui la recouvre. Elle glisse ses pieds dans ses gougounes, puis elle enfile sa robe de chambre de ratine saumon qu'elle a volée quand elle avait 15 ans dans la boutique Élégance Mode, un magasin de bonnes femmes des Galeries Montjoly. Elle faisait ça souvent avec ses amis dans le temps. L'eau fait ses cours pour aller voler des affaires lettres chez Élégance Mode. Julie Gagné descend lentement les marches qui l'amènent à la cuisine.
C'est peut-être la lumière ou ben non la fatigue, mais Julie Gagné a l'impression que les milliers de petites fleurs ont toutes des petites faces comme dans les bonhommes animés. C'est peut-être le vent ou ben non la fatigue, mais Julie Gagné a l'impression que les milliers de petites bouches des petites fleurs lui parlent à l'unisson. Julie Gagné! Julie Gagné! Ça commence à faire un niaisage. Prends tes clics, tes claques, puis sac ton camp. Va t'en refaire ta vie dans une petite cabane isolée dans une forêt du Maine, avec des poules, avec des vaches rousses comme dans les vues. Sinon, le beau Donald va finir par te tuer, puis tu le sais. Julie! Julie! C'est à qui, boîte à cap, qui traîne dans le salon? Donald encore affalé sur le sofa, beugle à plein poumon. Hein? Il s'est réveillé parce que Julie Gagné a pensé trop fort. Les hommes violents ont la faculté de t'entendre quand tu penses trop fort. Ils ont même la faculté de savoir ce que tu penses avant même que tu l'aies pensé. Julie! C'est un bon pour jouer dans ta tête puis revirer la vérité de bord 45 fois jusqu'à temps qu'elle devienne une menterie. Julie Gagné, elle sait pas si on t'a quitté bottes à cap. Elle est pas mal persuadée que c'est Donald qui s'est trompé de botte en revenant du party chez Gros Max, mais elle sait qu'elle pourra jamais lui faire avaler ça. D'autant plus que si elle admet ça, il va passer pour un gros cave. Julie Gagné sait que si elle trouve pas une solution, la marque va pogner. Donald va penser que les bottes sont un trou de cul qui est venu sauter sa blonde pendant son absence, puis il va la traiter de maudite peau de vache en ajoutant les coups qui viennent avec. Julie, ma tabarnak! Réponds! Julie Gagné veut pas rentrer dans la maison, mais elle voit Donald qui s'avance dans le corridor avec l'autre botte dans sa main droite, sa bonne main. Julie Gagné réalise que Donald s'apprête à lui donner une volée des jours de fête, une volée spéciale, comme on n'en a jamais eu avant et dont elle pourrait ne jamais se souvenir, mais pas comme dans l'expression « ne pas s'en souvenir le jour de ses noces », plus comme dans l'expression « traumatisme crânien sévère ». Julie! Rien de ça, ma tabarnak! Viens ici, sinon je te tue, maudit pauvre vache! Heureusement pour elle, Donald est en pied de porte. Il se rentre un gros morceau de vitre dans le talon en essayant de la suivre. Ça y apprendra à péter des fenêtres. Julie Gagné continue de courir dans le champ de Marguerite. Pour un peu, on aurait l'impression d'écouter un épisode de Anne, la maison pignon vert, mais vu que Julie Gagné est en gogo de turquoise et en robe de chambre de ratine saumon, on a plus l'impression d'écouter un tueur si proche à Canal D, puis ça tombe bien parce que Donald a botté jusqu'à dans la cave et en est revenu avec sa carabine. Puis là, il se pratique à la chasse à l'orignal sur une cible mouvante. Sauf que Donald a trop mal à la tête pour continuer de tirer, puis Julie Gagné en profite pour se sauver dans le bois. C'est là, inspirée par les Marguerites, que Julie Gagné décide de sacrer son camp pour la première fois. Elle se dit qu'en marchant bien longtemps dans le bois, elle a des chances de se faire oublier, portée disparue, puis abandon des recherches. Pendant ce temps-là, elle rejoindrait la 132 par la vallée de la Matapédia, puis elle ferait du pouce jusqu'au sud du Nouveau-Brunswick, où elle essaierait de rejoindre la frontière du Maine en passant par le bois. Ça fait que Julie Gagné marche en ligne droite en direction sud, persuadée qu'elle va pogner à 132 à un moment donné. Sauf qu'il fait bien, bien chaud. Puis Julie Gagné n'a pas de chapeau, pas de crème solaire, puis surtout pas d'eau. De son côté, le bel imbécile à Donald s'est rendormi sur le divan comme si de rien n'était. Il est en train de rêver que Julie Gagné se déguise en vache pour se cacher sur la ferme du voisin, puis commence à réaliser que la sonnerie de cloche à vache de son rêve est plutôt celle de la porte d'entrée de la réalité, puis il entend... Oui, oui, oui! Monsieur Raté, venez nous ouvrir! Sinon, on défonce la porte! C'est ironique quand tu y penses, menacer de défoncer une porte déjà pétée, mais les deux policiers sont pas tellement plus subtils que Donald. C'est juste qu'ils sont de l'autre bord de la loi. Donald leur ouvre, même si ça change pas grand-chose. Monsieur Donald Raté? Ouais? Votre voisin nous a appelés. Il dit qu'il a entendu des coups de feu en provenance de chez vous vers 5 h du matin. J'ai jamais tiré de coup de feu. Monsieur Raté? Pourquoi la vitre de la porte est cassée? J'avais oublié mes clés, puis... je l'ai pété. C'est pour ça que la vitre est tombée vers l'extérieur?
Bon, ils sont peut-être un petit peu plus brillants que Donald, là, mais pas beaucoup. Monsieur Raté, votre conjointe est-elle avec vous? Non. Elle est partie travailler. Pourriez-vous nous donner son numéro au travail, qu'on l'appelle? Ah, je l'ai pas. Pourriez-vous nous dire le nom du lieu où elle travaille d'abord? Je m'en souviens plus, là. Elle vient de changer de job. Monsieur Raté, il va falloir commencer à coopérer. On va vous demander de vous tasser, on va inspecter les lieux. Donald sait qu'il commence à être un peu dans la merde, ça fait que... Et où Julie Gagné? Elle s'est sauvée dans le bois. Monsieur Donald Raté, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à Toute ce la droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous Que les devant policiers une cour de justice. disent dans ce Vous avez le temps-là. droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Mr. Donald Raté, you have the right to remain silent. Oui. Ça fait 8 heures que Julie Gagné marche dans le bois. Elle a beau essayer de se perdre, ça fonctionne pas. Depuis qu'elle s'est sauvée, elle arpente les mêmes 300 mètres carrés. Elle a beau marcher en ligne droite en direction sud, elle se retrouve toujours sur la portion de route qui sépare sa maison de la ferme de ses voisins. Si Julie Gagné était superstitieuse, elle pourrait croire que la forêt est ensorcelée. Mais Julie Gagné a arrêté de croire aux affaires magiques depuis que le Père Noël y a pogné les fesses quand elle est en 6e année. Elle a faim, elle a soif, elle a mal à la tête, elle a envie de fumer. Ça fait longtemps que sa banane est rendue dans ses talons, puis elle commence à être étourdie. Ça fait que quand elle se retrouve sur le bord de la route pour la 40e fois, elle décide de s'en retourner à la maison. Elle n'a pas fait 30 pas vers chez elle qu'elle voit... Madame Gagné, Oui. vous êtes portée disparue depuis ce matin. Voulez-vous embarquer dans la voiture? On va vous raccompagner chez vous et vous poser quelques questions. Si Julie Gagné avait réussi sa disparition ce jour-là, on aurait pu lire le texte suivant ou quelque chose qui s'en rapproche sur le site de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver Madame Julie Gagné. 36 ans, Cheveux teints blonds. yeux noisettes. 1m60, 120 livres. Elle portait au moment de sa disparition une robe de chambre en ratine saumon de chez Élégance Mode et des sandales de type gougoune turquoise. Julie Gagné a quitté le domicile familial pour aller prendre l'air à 5 heures du matin. Le 17 juillet 2020. Et n'est jamais revenue. Sa Sa famille n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis et et s'inquiète pour sa sécurité.
Mais Julie Gagné n'est pas disparue ce jour-là. Le bon Saint-Antoine qui veille sur Padoue, puis qui est excellent pour dénicher tout ce qui est perdu, s'est organisé pour qu'elle retrouve systématiquement son chemin en pensant bien faire. Puis quand les policiers ont voulu savoir ce qui s'était passé pour que Julie Gagné se sauve de même dans le bois, elle les a bourrés de menteries. Julie Gagné voulait pas de procès. Elle voulait pas d'avocat. Elle voulait surtout pas que le beau Donald puisse se retrouver en sortant de prison. Elle voulait disparaître, s'évanouir dans la nature, s'évaporer, name it. Son idée était faite. Julie Gagné n'est pas disparue ce jour-là, mais le soir même, en prenant sa douche, elle a remarqué comme une petite plaque de lichen qui avait poussé à l'intérieur de son genou gauche. Le beau Donald a été relâché, puis il a filé d'eau pendant toute l'année qui a suivi. Il a juste continué à lui donner une petite volée du quotidien de temps en temps pour pas perdre la main. Puis Julie Gagné a continué de se sauver. Au début, elle partait à pied dans une direction ou une autre, mais du moment qu'elle s'écartait un peu, elle se retrouvait sur le 8e rang comme par magie. Elle s'est mise à inventer les idées les plus folles pour parvenir à ses fins. Elle s'est sauvée des centaines de fois, de nuit comme de jour, été comme hiver. Elle s'est déguisée en bas de neige, en balle de foin, en headset, en courant d'air. Elle a traversé le lac Flynn puis le lac à la selle à la nage. Elle a essayé de se faire passer pour une vache du voisin puis d'embarquer dans le camion qui les menait à l'abattoir. Elle a fait du pouce. Elle a sauté dans un train de marchandises en marche. Rien n'y faisait. Le bon Saint-Antoine qui veillait sur elle s'arrangeait toujours pour qu'elle retrouve son chemin, puis pour que les deux policiers qui commençaient à être un peu écœurés la reconduisent chez son chum qui l'attendait les bras ouverts et les poings fermés, bien étanches. Mais chaque fois que Julie Gagné prenait une douche après une de ses escapades, elle faisait sur son corps une nouvelle découverte étrange. Du cuir tacheté noir et blanc à l'intérieur du coude, de la peau humide, visqueuse et verte sur la nuque, des écailles noires et blanches en dessous du pied, des petites plumes bleues et blanches entre les orteils, des morceaux de glaise en dedans des cuisses, des morceaux de carapace dans les oreilles, des brins de foin sur le cuir chevelu, des éclats de glace entre les dents. Puis Julie Gagné trouvait pas ça dégueulasse. Elle trouvait ça fascinant, beau même. Elle en voulait plus. Ces stigmates-là, Julie Gagné les a accumulés à force de se sauver dans le bois. Puis à un moment donné, elle en a accumulé tellement que le beau Donald l'a pas reconnu en se levant le matin puis l'a jeté dehors en la traitant de sans-abri. Les deux policiers ne l'ont pas vue, même si elle cherchait. Et le bon Saint-Antoine, du haut de son nuage, l'a prise pour une vache ou une autre bête étrange, une créature dont Dieu seul connaissait le secret. Julie Gagné a marché pendant des milles ce jour-là pour finir par se retrouver sur le 5e rang de Padoue. Ici, personne ne l'a vu, mais tout le monde l'a senti. Personne ne l'a vraiment vu, sauf moi. Moi, j'étais allée prendre une marche dans les champs à la tombée du jour, puis j'ai levé les yeux pour regarder les cultures pleines de promesses d'épluchettes puis de pop-corn. Ce que j'ai vu, je peux pas vraiment vous le décrire, mais jamais j'oublierai ce sourire léger comme une soirée d'été qui en finit plus de finir. Ce sourire plein comme une tomate trop mûre. Ce sourire libre,
comme les petites lucioles qui clignotent à chaque nuit de la Saint-Jean. Si Julie Gagné avait réussi sa disparition ce jour-là, on aurait pu lire le texte suivant ou quelque chose qui s'en rapproche sur le site de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver Madame Julie Gagné. 36 ans, Cheveux teint blond. yeux noisettes. 1,60 m, 120 livres. Elle portait au moment de sa disparition une peau de vache, une peau de grenouille, des brins de foin, une plaque de glaise, des écailles de salamandre et quelques pétales de pivoine. Mais Julie Gagné n'est pas disparue ce jour-là. Elle s'est juste évaporée. Le cœur en morceaux, le paysage en miettes, les packages volants tournent, les champs d'or et chancelles fuient à jamais de la